Bon bien, il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir entamer ce conseil municipal. Simplement, moi et Florence, que je puisse faire l'appel. Merci bien, c'est bien gentil. Très bien, Pierre Griner, présent. Madame Cachmarek. Présent. Monsieur Djermin Jazinski, absent. Madame Camille Coquelet. Présent. Monsieur Patrice Larsin. Présent. Madame Nicole Champion. Présent. Monsieur Jean-Marc Moreau. Jessica Denis, absente. Monsieur Frédéric Tourillon. Présent. Madame Patou Nadia. Présent. Monsieur Cardon Jean-Claude. Présent. Monsieur. Madame Dourjani. Madame. Et. Il y avait Si, mais ils sont notés après. Ok, ça, bah oui, mais il faudra me les communiquer. Madame Ansar est absente. Monsieur Lecoq. Présent. Monsieur Silvestri. Présent. Monsieur Namor. Présent. Madame Bricou. Présent. Monsieur Ducrot. Oui. Madame Le Duc est excusée. Madame Ansar est excusée. Monsieur Zelka. Présent. Madame Dubocage. Présent. Monsieur Chic est excusé. Madame Barois, des raisons professionnelles. Madame Guise-Gant, elle est excusée. Monsieur Gaillet est excusé. Madame Lartige est excusée. Monsieur Vermersch, Présent. il est là. Et Monsieur Fournier est excusé également. Bien, nous avons les conditions de quorum, nous allons pouvoir faire cette séance. Ok, allons-y, c'est parti. Vous noterez une modification substantielle de la motif de délibération 3.11, puisqu'on est obligé de redélibérer, je viens à ce moment-là, mais c'était bien le bon dispositif, mais les mauvais dossiers. Donc elle a été reprise complètement et elle vous est proposée, il n'y a pas de sujet, puisque c'était déjà mis à l'ordre du jour, ce n'est pas un point ajouté, il n'y a aucune difficulté légalement dessus. Je propose un secrétaire de séance, mon regard se tourne vers M. Ducrot, en rouge, de rouge vêtu aujourd'hui. Avec nous, si c'est bon pour lui et bon pour tout le monde, il sera notre secrétaire de séance. On vous propose en premier point l'approbation du PV du précédent conseil municipal. Je ne sais pas s'il est assujetti à des remarques. Pas de remarques particulières, on peut l'adopter ensemble. Merci bien. Je vais vous communiquer les ratifications dans le cadre des décisions du maire. Dans le cadre de le conseil municipal, vous avez toutes et tous bien voulu me déléguer. Vous avez une reprise de l'ensemble des lots qui ont été trouvés dans le cadre du marché de réhabilitation et de restructuration de l'hôtel de ville. Je ne vais pas rentrer avec détail, vous avez les 9 lots qui sont présentés. Vous avez ensuite la tarification de la chasse aux œufs qui était de 1 € dans le cadre de la chasse aux œufs organisée le lundi, pas lundi 21 avril. Vous avez une modification de la constitutive de la régie de recettes pour l'encaissement des droits de place pour l'occupation du domaine public. Il n'y a pas de changement de tarif. C'est juste une organisation qui change un petit peu. C'est plus le carnet à souche, mais il y a une organisation qui est faite avec le régisseur tous les trimestres. C'est à la demande de la trésorerie. Vous avez ensuite un contrat d'AMO qui est passé avec la société SDCT, notamment pour nous accompagner dans le renouvellement de notre marché de téléphonie. Je me trompe toujours, il y a 3 lots, téléphonie mobile, téléphonie fixe et la fourniture de... Comment on appelle ça, c'est le spécialiste. La fourniture des lignes fixes. SDA, téléphonie mobile, téléphonie fixe. Fibre également. Vous avez ensuite un avenant 2 sur la végétalisation de la cour d'école. Vous avez vu qu'on a supprimé, on a ajouté, simplement pour des questions de coût, on a supprimé les tableaux parce qu'on pouvait les acheter nous directement beaucoup moins cher de ce qui était posé dans le port d'euros de prix remis par l'entreprise, et on en a ajouté un autre que nous on n'arrivait pas à acheter et que le prestataire avait pas trouvé. Voilà, globalement vous avez un avenant qui diminue de 1556 € hors taxe le montant total du marché. Vous avez ensuite les contrats d'engagement liés aux festivités du samedi 12 juillet, là en soirée, Dragon Music, 1600 € TTC, et la batterie fanfare de Vieux-Courdé pour 500 € TTC. Vous avez le contrat de spectacle avec Orchidée Productions, donc pour le spectacle ABOC plus la technique, le samedi 21 juin à partir de 21 h, mais ils font aussi la technique juste avant pour l'école municipale de musique, pour un montant total de 5 169,50 € TTC. Et vous avez la tarification, puisque maintenant c'est quelque chose que vous m'avez délégué, pour l'organisation du repas le samedi 12 juillet midi, une décision prise pour le repas du jumelage au prix de 15 € TTC et le repas illimité à 200 participants. Voilà pour ces informations. On a quelques éléments budgétaires, forcément cette saison, et puis quelques éléments à revoir, des délibérations un peu de cadre, mais surtout des sujets d'ordre budgétaire. Le premier concerne le lotissement des Verreries, il s'agit du club
approbation du compte de gestion 2024, pour lequel nous n'avons pas de remarques du Trésor public. Alors juste une petite précision, comme on est passé en CFU en tant que financier unique, on aurait dû être aussi sur notre budget annexe en CFU, sauf que la trésorerie ayant des moyens humains exponentiels, n'a pas été en capacité de faire la bascule. Donc on l'est sur le compte de la ville, mais ils n'ont pas la capacité de nous basculer sur les SCFU mairie. C'est pas de notre faute, hein, nous on est prêts, mais la trésorerie n'était pas prête. Donc on est encore sur le modèle compte de gestion compte administratif. En tout cas pour ce compte de gestion, pas de remarque particulière, c'est un budget qui a fait l'objet aucun mouvement sur l'année 2024. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes OK pour l'adopter. Est-ce qu'on peut valider les choses, approuver ce compte de gestion ensemble? C'est à l'unanimité, je vous remercie. Pour le compte administratif, exactement la même chose. Il est conforme au compte de gestion, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de dépenses et il n'y a pas d'excédent. On constate le stock de terrain qui est toujours évalué à, il n'est pas évalué à 750 000, mais qui représente une somme de 750 000 de budget dessus. Voilà ce qui est proposé à ce niveau-là. S'il y a des remarques, je suis à votre disposition. S'il n'y a pas de remarques, je ne participe pas au vote et je laisse Corinne Cachmarek le faire voter le temps que j'aille me cacher. Eh bien, donc il nous est demandé d'approuver le compte administratif. Y a-t-il des avis contre, des abstentions? Eh bien, c'est donc voté à l'unanimité. Contrairement hier à la douche, c'est un peu la merde. Il y avait un barbecue après le conseil communautaire et le président est parti au moment du vote du compte administratif et il s'est retrouvé juste au-dessus de l'endroit où il y avait le barbecue. Donc il est rentré, il était tout bleu et il sentait la merde. Bon voilà, simplement, pour l'anecdote. Vous avez l'affectation définitive, globalement, voilà, on constate juste un déficit d'investissement reporté dessus et il n'y a pas d'autre sujet d'affectation, c'est juste constater ce déficit d'investissement reporté. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, c'est du classique, on peut le valider à l'unanimité, c'est très bien, je vous remercie. Nous arrivons sur la partie suivante, là c'est le CFU, donc il n'y a plus de compte de gestion, plus de compte administratif, c'est un compte unique qui reprend tout, souvenez-vous, c'est une volonté de mise en place de la part des services de l'État à ce niveau-là, donc c'est le même compte qui est tenu à la fois par l'ordre de notaire et le comptable, il est unique, il n'y a plus de comptes séparés qu'on compare à la fin. Globalement, ce compte financier unique, j'en parlerai plutôt tout à l'heure au moment d'affectation des résultats, mais souvenez-vous, en décembre, on avait fait une reprise anticipée sur la base de ce que pouvait ressembler le bilan comptable de l'année 2024. J'en parlerai juste après, mais finalement, le bilan comptable est un petit peu plus positif, avec des chiffres définitifs et consolidés, même beaucoup plus positifs que ce qu'on avait prévu. De toute façon, j'ai toujours expliqué qu'on était beaucoup plus prudent généralement quand on présentait le budget, quitte à avoir des bonnes surprises en cours d'année, que d'être assez ouvert et optimiste et finalement avoir de mauvaises nouvelles et devoir resserrer un gros coup la vis en cours d'année alors qu'on s'était donné des largesses. Vous verrez après, en fonctionnement, on est un petit peu moins, on a un résultat de fonctionnement un tout petit peu moins important que ce qu'on avait prévu, mais rien de bien méchant. Par contre, sur le compte d'investissement où on était fortement négatif, on arrive à sortir un solde positif finalement, puisqu'il y a eu des opérations qu'on puisse terminer assez rapidement et des subventions qui ont pu être encaissées. C'est généralement ça le déficit que vous avez en section d'investissement, et qui font que ces sujets-là sont intéressants. En tout cas, sur le CFU, nous n'avons pas de remarques particulières de la part de la trésorerie. Il a été tenu tout au long de l'année de manière assez carrée, avec des échanges réguliers, si je ne me trompe pas, jusque septembre-octobre, du moment où on avait encore une conseillère et une entrée directe. Il y a notre conseillère aux décideurs locaux, mais qui est partie pour d'autres aventures, je regarde Nathalie Frache, qui est partie pour d'autres aventures et pour l'instant n'a pas été remplacée. Par M. Manet, mais en fait... Qui fait une intérim, mais il fait l'intérim sur... il garde son territoire, plus le territoire de sa collègue qui est partie. C'est une intérim qui devient un petit peu définitive, on dirait. Donc voilà, mais qui n'a pas le temps. Enfin, déjà sur un territoire, ils n'ont pas le temps, mais alors en plus avec deux territoires, c'est encore pire. Donc voilà, en tout cas, on n'a pas de remarque de la trésorerie. Et les échanges, de toute façon, avec le trésorier, avec monsieur Dominique Bernard, on n'a pas de difficulté particulière. Donc, ça a bien roulé. Félicitations au service
pour la bonne tenue de ce compte tout au long de l'année. Et puis pour Nathalie qui arrive en cours d'année. Donc Anaïs qui avait commencé le début d'année et qui a passé le relais à Nathalie en cours d'année sur cette gestion financière. Je peux pas prendre part au vote, par contre je peux vous le proposer, vous soumettre au vote. Je pense que les discussions elles seront un petit peu plus intéressantes sur l'affectation des résultats. Je ferai un commentaire un petit peu plus poussé. L'objectif c'est que vous puissiez l'approuver et de me donner pouvoir pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération. Donc voilà, expliquer au trésorier que c'est adopté et que les bilans seront bien terminés, que le CFU sera celui-là de manière définitive. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Pas de remarques particulières. Je ne participe donc pas au vote, mais je vous soumets au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons de manière classique affecter de manière définitive les résultats. Je le disais tout à l'heure, nous l'avions fait de manière anticipée sur à peu près l'atterrissage que nous avions au mois de décembre. Cette fois-ci, on a l'atterrissage vraiment définitif du compte administratif et du bilan comptable de l'année 2024. Et donc, on vous demande de l'acter et il y aura forcément dans la foulée, non pas un budget supplémentaire, mais un ajustement via une délibération budgétaire modificative qui prendra en compte les éléments qui vont vous être proposés. Globalement, sur la section de fonctionnement, on constatera que le résultat, le bilan uniquement de l'année 2024 fait apparaître un excédent à hauteur de 746 053,05 €. On avait prévu en décembre dans l'atterrissage 858 000. Donc vous voyez que c'est un petit peu en dessous. C'est 100 000, à peu près 100 000 € de moins par rapport à ce qui était prévu. Alors certainement qu'il y a eu des jeux d'écriture ou des choses qui sont arrivées tardivement, qu'on ne pensait pas prendre en compte et finalement qu'on a pris en compte parce qu'on avait encore la capacité de les prendre en compte sur le budget 2024. Et que, en cumulé, résultat de clôture, c'est-à-dire avec l'excédent cumulé, le fonds de roulement, ce qu'on avait mis de côté les années précédentes et qui était venu se cumuler, on a un fonds de roulement d'à peu près 1 296 758. On prévoyait forcément comme un petit peu plus, 1 408 782. Le delta et celui-là, plus quelques éléments qui étaient certainement dus à des restes à réaliser. Sur la section d'investissement, par contre, là, on a des résultats qui sont beaucoup plus positifs. Nous avions des résultats reportés de 792 000 €. Si je ne me trompe pas, c'était un déficit d'ailleurs. Sur l'exercice, nous avons dépensé 2 366 000 et encaissé 2 476 000. Donc vous voyez, on a encaissé plus que ce qu'on a dépensé. C'est la première année depuis quelques années en investissement, parce qu'on avait notamment des grosses opérations qui étaient en cours. Et généralement, il y a toujours le décalage, je vous l'ai déjà expliqué, avec les subventions, où on règle les entreprises, donc les dépenses sortent, pour ensuite solliciter les soldes de subventions, et qui arrivent des fois avec des opérations qui se déroulent en fin d'année, et vous réglez vos entreprises sur le budget de l'année 2024, et vos dernières subventions arrivent en 2025. Donc là, on a réussi finalement, parce que les services ont été quand même assez actifs. Je me souviens avoir signé un certain nombre de courriers, et vous avez été assez agile dans les coups de fil à la région, auprès des services de l'État, du département, de nos financeurs, de la CAF, pour pouvoir solder assez rapidement. Finalement, les subventions qu'on pensait arriver en début d'année 2025 sont arrivées sur 2024, et on peut être encaissé dans 2024, ce qui fait que cette section était positive. On prévoyait, je vous le rappelle quand même, un déficit de 957 000 €. Finalement, on a un solde positif de 110 000. Vous voyez le delta. On a fait un grand bond en avant. Donc, voilà sur cette situation-là. Avec les déficits antérieurs qui avaient été calculés, globalement, on a un résultat de clôture de moins 682 180,95, c'est-à-dire les 792 qu'on avait déficit reporté, plus les 110 000 positifs, ça fait 680 181. Et on était prévu, puisqu'il y avait qu'en delta, un résultat de moins 1 211 000. Donc vous voyez, on l'a divisé par 2. Ce qui est bien aussi pour nos ratios et nos indicateurs financiers. C'est important. Donc voilà, sur cette situation-là en investissement, vous avez toujours des situations qui sont liées à des restes à réaliser en dépenses et en recettes. Vous avez en dépenses 947 000 qui étaient inscrits et qui devaient être restes à réaliser, en recettes 1 130 000. Donc vous voyez qu'on était positif. Et puis après, vous avez les règles comptables très classiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a consolidé les 682 000 de déficit cumulé de la section d'investissement, vous calculez les restes à réaliser positifs, il vous reste 498 974. C'est votre besoin total de financement, c'est le déficit de votre section d'investissement. Et donc on va chercher dans la somme de tout à l'heure, l'excédent qu'on a cumulé d'1 296 000, et c'est 1 296 000, on en affecte
une partie en investissement pour financer ce déficit, donc 498 000, et le reste, les 787 000 qui restent, on les met en excédent de fonctionnement, ça repart en fonds de trésorerie pour l'année 2025. Voilà la manière avec laquelle on vous propose de délibérer. Que dire de plus que c'est plutôt positif parce qu'on a nos opérations, certaines grosses opérations qui arrivent à terme et on n'a plus trop à tirer sur notre trésorerie parce que finalement on arrive à encaisser les subventions d'investissement qui viennent solder ces opérations-là, et surtout qu'on a multiplié par 2 ce qu'on avait prévu en excédent de fonctionnement des portes reportées, c'est-à-dire notre fonds de roulement qu'on arrive à bien retaper. Je rappelle que le fonds de roulement, généralement, dans les finances publiques, c'est essayer d'avoir l'équivalent de 3 mois de train de paye. Je me retourne derrière, un train de paye chez nous, c'est 350, à peu près 350 000 euros. Vous voyez qu'on a 797, on n'y est pas. On est à un petit peu plus de 2 mois de paye. Donc, il n'y a pas de zone à risque, il n'y a pas de sujet, mais ce qui serait bien, c'est qu'on continue, on en parlera après dans la délibération budgétaire modificative, d'avoir encore un très bon résultat en 2025 en continuant à avoir une gestion très rigoureuse pour pouvoir, sur l'année 2026, avoir ce fonds de roulement qui nous permet de nous retaper une bonne trésorerie et d'être assez sécure. Et surtout, de pouvoir aborder sur le mandat suivant, en fonction des gens qui seront ici, mais d'essayer une situation saine et qui permettra d'engager également de nouvelles politiques d'investissement, donc de terminer les investissements en cours, je pense notamment à l'hôtel de ville, mais également de pouvoir engager les nouvelles politiques d'investissement sur le mandat sans prendre trop de risques et en ayant recours, en fonction de la situation, des éléments qu'on ne maîtrise pas, mais en cas de besoin, à l'emprunt également, en amenant des indicateurs et une feuille de route propre sur le plan financier auprès des partenaires financiers et des organismes bancaires qu'on pourrait solliciter. Voilà, vous le savez bien, je pense que dans vos vies personnelles, vous avez certainement eu le cas. Pour avoir un crédit, il faut arriver propre sur ses comptes. Si on n'est pas propre sur ses comptes et qu'on ne démontre pas une capacité à bien gérer, soit on ne vous prête pas, ou soit on vous prête mais à des taux mirobolants. Donc, c'est pour ça que cette année 2025, on a quelques bonnes nouvelles, vous avez dû le voir, mais j'en parlerai après. L'objectif n'est pas de se relâcher. L'objectif n'est pas de se dire comme il y a des élections l'année prochaine et que j'ai des bonnes nouvelles, allez hop, je fais du bling-bling, j'en profite. C'est dire non, on garde une orthodoxie budgétaire pour que 2020, il y ait un bon résultat 2025 et qu'en 2026, on ait retapé correctement, sauf si on a un gros souci. Mais s'il ne nous arrive pas de tuiles d'ici la fin de l'année, on aura retapé correctement notre trésorerie. Et puis c'est important aussi pour les services au quotidien, de ne pas faire de jonglage avec des factures, avec des choses comme celle-là. On a eu des périodes extrêmement complexes. On n'aura peut-être plus besoin d'avoir recours à des lignes de trésorerie. Donc tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez saines et assez importantes. Mais on sait bien que ces sujets-là ne se règlent pas en un exercice. Il faut des fois 3 à 4 exercices sur le sujet et que le fonctionnement des finances publiques et des projets municipaux va en dents de scie. Vous avez des périodes avec des forts investissements. On en a eu ici sur ce mandat. À partir de 2022, 2023, 2024, c'est quand même été des années très costauds en investissement. Et puis il faut faire des pauses parce que les investissements, il faut les absorber, se préparer pour repartir dans des phases d'investissement par la suite. Et là, on est dans cette phase que je vais appeler un petit peu creux de la vague. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'investissement. L'hôtel de ville est en route. On retape la salle Sénico-Clé, on a un certain nombre de travaux de prévus. Il y a les gros sujets que l'AGLO va lancer. Il faudra quand même régler les presque 350 000 euros qu'on devra pour le Corbeau, notre reste à charge. On a voté ce dispositif-là, donc il faudra quand même les régler à l'AGLO, même si on peut faire un échéancier. Mais voilà, il y a Jean Jaurès qui va démarrer d'ici la fin de l'année, donc il y a quand même des projets qui ne sont pas directement portés par la ville, mais qui permettent de continuer à avoir des investissements sur la commune, tout en nous permettant, nous, de nous taper en termes de trésorerie. Voilà sur ces commentaires d'affectation de résultats, et qui sont un petit peu plus larges au-delà de l'affectation, mais pour vous dire que voilà, on a une situation qui est plutôt extrêmement correcte. Je remercie les élus déjà pour votre confiance, mais également les adjoints dans leur délégation et les responsables de service aussi au quotidien, à qui on demande des fois des gros efforts, à qui on demande des fois de se réinventer, à qui, où il y avait des automatismes avant de dire oui, mais tous les ans on faisait comme ça tombait, dire ah non, il faut peut-être revoir un peu les choses et les retoucher. Et des fois on les retouche, on voit que ça ne va pas, donc on revient un peu en arrière, mais des fois on retouche et on voit que finalement les choses se passent plutôt bien, et donc on prend de nouveaux rythmes au niveau de notre organisation, et ça c'est très important. Donc voilà, il y a un vrai travail de qualité. Sachez également, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais que désormais, chaque pôle a la responsabilité de l'engagement de ses budgets. C'est-à-dire que le nouveau logiciel comptable, je crois que j'en avais parlé au moment de la présentation des projets, permet à chaque pôle d'avoir une visibilité sur les crédits budgétaires qui lui sont alloués et qui lui restent, forcément au fur et à mesure de l'année avec les dépenses, et de pouvoir engager ces dépenses.
C'est-à-dire qu'on a responsabilisé aussi les chefs de pôle, mais aussi des agents qui sont des agents d'encadrement, je vais appeler ça intermédiaires, en disant, ben voilà, vous engagez vous-même vos bons de commande, vous voyez quelle visibilité vous avez, vous venez pas toujours à la compta en disant, ben, j'ai plus d'argent, j'ai encore de l'argent, mais est-ce que je peux faire, je peux pas faire. Là, ils le voient. Et en le voyant, ils se responsabilisent aussi parce qu'ils se rendent compte que des fois, les crédits font comme neige au soleil, ou beurre au soleil, ça dépend des écoles. Là, en le voyant directement, ils sont quand même beaucoup plus responsables aujourd'hui. Donc voilà, c'était quelque chose sur lequel j'étais plutôt réfractaire. Il y a quelques années, c'était déjà une proposition dans le mandat précédent. C'était encore Philippe Daucher qui était déjà à l'époque. J'avais été plutôt réfractaire parce que je voulais qu'il y ait une centralisation. Cette fois-ci, je ne vais pas dire que j'ai cédé, mais peut-être que vous avez eu des arguments plus intéressants à me présenter, et que j'ai dit, bon allez, chiche, on change de logiciel comptable, on peut avoir cette option, on va la mettre en place, on voit si ça tourne. Pour l'heure, ça tourne, c'est en route depuis le début d'année, hein, si je ne me trompe pas, pour l'heure, ça tourne. S'il y avait des difficultés, je ne dis pas qu'on viendrait pas en arrière, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt un retour positif. Comme quoi, des fois, il ne faut pas être bête et il faut revoir un peu ses positions sur ces sujets-là. Donc voilà. Voilà au niveau de cette situation un petit peu financière. Je ferai quelques commentaires ensuite sur l'ADN, parce que forcément vous avez des impacts sur le volet budgétaire, mais voilà sur cette délibération liée à cette affectation définitive de résultats. Est-ce qu'il y a des remarques? On est sur de la technique, hein. Bon, c'est vrai que c'est des chiffres, mais les chiffres, j'essaye toujours de les faire parler, en tout cas, enfin voilà, on a le droit de pas être d'accord sur les volumes ou quoi que ce soit, mais au moins de donner une lecture et que vous compreniez au moins un minimum les mécanismes, et si c'est mauvais, ou si ça va pas, ou si c'est risqué. Là, on n'a pas de sujet particulier, vraiment. Si c'est bon pour vous, on peut l'adopter ensemble à l'unanimité? Super, merci. Vous avez ensuite la décision budgétaire modificative qui, notamment, prend en compte la mise à jour. Je pense notamment à l'investissement sur le 0,20 en recettes en dépenses, qui fait la mise à jour, finalement, liée à cette affectation de résultats, puisque c'était positif avant, maintenant on est en négatif. C'était négatif, c'était positif. On refait un calcul, une tambouille, finalement, on tombe sur des sommes un peu plus importantes. Donc vous avez des jeux d'écriture, hein, vous voyez, qui s'annulent et qui s'ajoutent les uns devant les autres à certains endroits. Vous avez aussi quelques petites choses qui ont été ajoutées. Je vais parler tout de suite des dépenses, parce qu'il y a quelques grosses sommes, donc les moins 528 en dépenses en recettes, c'est la mise à jour liée à l'affectation des résultats. Globalement, pour vous donner quelques éléments, on a ajusté un peu les emprunts, notamment pour le remboursement du capital. On n'aura peut-être pas besoin des 41 900, mais en tout cas, on est sécure sur le sujet, et c'est un petit peu de poire pour la soie. Vous avez vu qu'on aura un peu plus que prévu, on en met à droite à gauche, pour pas qu'on tape un peu trop. Là, on était peut-être un peu juste, souvenez-vous, je vous avais dit qu'on avait rempli vraiment les cases au cordeau, et les endroits où on était un petit peu juste, non pas qu'il y ait plus à rembourser, parce qu'on sait ce qu'on a en capital à rembourser. Je pense que peut-être même Nathalie a l'idée en tête. En tout cas, on a réajusté et on a positionné à certains endroits pour avoir un peu de poire pour la soif. Ensuite, les 190 480 en terrain nu, c'est, si je ne me trompe pas, la même écriture qu'en face, autre établissement public. C'est lié aux fibres du Hainaut, c'est une écriture d'ordre, puisqu'on est devenu définitivement propriétaire du terrain des anciennes fibres du Hainaut, et souvenez-vous, on l'avait payé sur plusieurs titres. Maintenant qu'on est propriétaire, qu'il y a eu des opérations d'aménagement et compagnie, il y a des écritures d'ordre à régler, qui virent de recettes, de dépenses, enfin voilà, on est sur de la technique pure et dure. On sera tranquille. Bon, vous avez les 3100 €, on va en parler tout à l'heure, c'est le fameux terrain équipart sur lequel on doit délibérer, parce qu'il faut qu'on prenne en compte le fait qu'il y a une TVA, et je vous expliquerai pourquoi. Il y a des petits ajouts, les 10 000 € en installation de Paris, c'est pour financer les travaux sur lesquels on est à jour la subvention, la demande de subvention tout à l'heure. Il y a 35 000 € en matériel roulant. Pourquoi? Parce qu'on a un véhicule à remplacer au niveau des services de la ville, notamment le Kangoo qui est en mauvais état, enfin, qui nécessite des grosses réparations, et sur lequel on ne va pas forcément faire de grosses réparations et qu'on va remplacer par un autre véhicule. Vous avez des affectations, les 50 000 €, c'est quoi? Un petit stock en réserve. C'est l'informatique. Ok, c'est l'informatique qu'on avait râpé en début d'année au niveau des installations scolaires en disant si on a de l'argent on le fera, et bon, comme on a de l'argent on le fait. Donc c'était des sujets qui avaient été rabotés en début d'année en disant on n'a pas la capacité, finalement, comme on a des bonnes nouvelles, on l'a réfléchi puisque ça touche notamment les établissements scolaires. C'est assez intéressant, vous avez touché 10 mots. Et dans construction, vous avez 184 500. Ça concerne les deux lignes juste à côté en recette, les 175 500 et les 9 000 à côté, qui sont des écritures de régularisation également. Ouais, des écritures d'ordre, donc c'était deux lignes en recette et vous l'avez une seule ligne en dépenses, qui sont liées certainement, alors je ne sais pas quelle opération,
mais une opération qui doit être en finalisation. Vous voyez qu'on intègre les frais d'études, parce que les frais d'études sont généralement pas en fonctionnement, mais s'ils sont liés ensuite à un investissement, ils peuvent être intégrés en section d'investissement. Donc on est en train, s'il y a un investissement qui sera lié. Donc je ne sais plus quelle opération, je n'ai pas forcément le détail à vous donner, mais en tout cas on est sur les écritures d'ordre. Qui fait que la section d'investissement va diminuer un tout petit peu de 13 972,60 €, qui s'équilibre de chaque côté. Vous avez aussi ensuite, et je vous laisse s'il y a des questions, sur le fonctionnement, quelques opérations. Il y a les 416 929, c'est la mise à jour de l'affectation des résultats, notamment l'excédent de fonctionnement reporté, qui est positionné à cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a moins 30 000 € des remboursements sur rémunération. C'est ce qu'on peut toucher de la part des assurances lorsqu'on a des agents qui sont en congé longue maladie, parce qu'on a une assurance statutaire qui rembourse ses salaires, ou des contrats aidés, on en a de moins en moins, on en a encore un qui vient de s'arrêter et qui sont peu renouvelés du tout. Donc on aura moins que prévu, du coup on diminue 30 000, et vous voyez qu'il y a 50 000 €, alors dotation sur la solidarité R, c'est rural, et U, urbaine. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'on avait prévu, on aura 50 000 € de plus de chaque côté, ça fait 100 000 €, c'est quand même une belle somme. Donc on avait eu raison d'être prudent, on ne savait pas comment ça allait se faire, souvenez-vous, je vous avais dit, on n'a eu aucune information officielle sur ce que nous donnera l'État en termes de dotation, donc on avait pris quelque chose d'assez bas, finalement on a plus que ce qu'on avait prévu. Globalement, cette somme-là, vous allez le voir, on va les répartir dans des dépenses d'investissement, mais qui pour nous ne seront pas des dépenses. On va les répartir à certains endroits où on était un peu juste et où on avait un petit peu besoin, mais on va surtout les mettre à des endroits où on ne souhaite pas toucher à ces sommes-là pour avoir un bon excédent en fin d'année et donc rétablir notre trésorerie telle que je l'ai présentée il y a quelques minutes. Ensuite, en face, vous avez un certain nombre d'écritures qui viennent se mettre à jour avec des ajustements qui peuvent se faire. On en diminue certains, on en rajoute d'autres. Je n'ai pas forcément le détail. J'ai quelques éléments quand même importants à vous donner. Il y a deux grosses sommes importantes. 126 429 au 65 et 140 000 € de dotation de provision pour risque. 126 429 au 65, globalement, c'est de la part pour la soif. On le stocke à cet endroit-là. S'il y a besoin dans l'année, on y va. S'il n'y a pas besoin, ça reste là et c'est de l'excédent. Mais avant d'aller taper là-dedans, on a surtout eu la capacité de remettre de 140 000 € dans des dotations de provision pour risque. Souvenez-vous, j'avais présenté le budget, j'avais expliqué que chaque année, auparavant, on arrivait à monter un budget et à mettre généralement autour de 150 000 € dans ce qu'on appelait les dépenses imprévues. Et que s'il y avait une difficulté dans l'année, un sinistre, ça peut arriver, un gros problème, un contentieux qui apparaît en cours d'année et qui nécessite des crédits, c'était imprévu, on pouvait aller les chercher dedans. Et que ça devenait de plus en plus compliqué de mettre des sommes et que cette année on avait mis 0. Là, comme on a eu des sommes qui sont aussi arrivées en cours d'année avec des bonnes nouvelles, ce qu'on vous propose, c'est de les mettre dans les dotations et les provisions prises pour risque, et qu'en cas de pépin en cours d'année, on puisse aller dedans. Mais s'il n'y a pas de pépin, même chose, on serre la vis, on les laisse, et c'est un bon excédent. Donc voilà un petit peu ce qui vous est proposé en termes d'équilibre. Vous voyez que la section de fonctionnement, elle augmente quand même de 472 956,58 €. Donc on arrive sur un fonctionnement qui est un petit peu plus boosté, qui est musclé. Je crois qu'on est au-dessus des 8 millions d'euros total. Oui. On y est bien, je crois. On doit être à 1,1 million ou 1,2 million si je ne me trompe pas. Donc voilà sur ce genre de choses. Ce qui est surtout intéressant pour vous, c'est que vous voyez que tout ce qui est affecté au 0,12, on n'a pas des explosions. Pourtant, il y a des charges de personnel et il va falloir anticiper une chose, c'est que les collectivités vont être mises à contribution avec des augmentations de charges à la CNRACL. C'est la caisse de retraite des fonctionnaires. Globalement, je vous dis clairement les choses. Il y a des choses qui ont déjà été actées par le gouvernement, mais également, je ne sais pas si c'est passé par l'Assemblée, mais en tout cas, le gouvernement, oui, et certainement par l'Assemblée. Et ce qui nous pend au nez, c'est que pour réduire le déficit de la Sécu, notamment sur le volet retraite, il va être demandé aux employeurs territoriaux d'augmenter leur participation aux caisses de retraite sur 2 ou 3 ans. Sur une commune comme la nôtre, sans augmenter notre nombre d'agents. Hein. Voilà, ça nous tombe dessus, c'est pas... On va être entre 350 et 400 000 €. Voilà. Je vous donne les chiffres déjà. Donc voilà, ça va servir sur plusieurs exercices. Pourquoi ? Pour financer le déficit des caisses de retraite. Donc on va dire, c'est simple. On va chez les fonctionnaires, bon, c'est déjà déficitaire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander aux employeurs, on va demander augmenter les cotisations employeurs, comme ça ce sera plus déficitaire. Donc voilà comment c'est facile de régler le problème comme ça, en augmentant les recettes. C'est comme sinon on dirait, bon,
Ça déconne, il n'y a pas d'argent, on ne se pose pas de questions pour faire des économies ou pour dépenser autrement, on envoie plus d'argent aux gens et puis on ira faire les pleureuses en disant il faut nous donner plus de sous parce que voilà, on ne se réforme pas. Donc voilà le vrai sujet. Donc c'est des choses qui vont nous tomber sur le coin de la tête, c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur la politique de gestion des ressources humaines, parce que c'est un taux qui correspond au nombre d'agents. Enfin, voilà, et recruter un fonctionnaire aujourd'hui, c'est un fonctionnaire retraité dans quelques années, et donc il faudra le financer aussi à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir aussi une grosse arrivée de fonctionnaires en retraite. Pourquoi notamment, je pense à la territoriale. La territoriale, le vrai statut, c'est 84, donc vous avez eu des créations de régions, vous avez eu les communes qui ont commencé à récupérer beaucoup de compétences, et là la fonction publique territoriale et la CNRACL a augmenté. Et donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui étaient issues du baby-boom, qui rentraient sur le monde du travail à ce moment-là, qui vont sortir du monde du travail et qui vont se retrouver en retraite d'ici peu de temps. Voilà, on se dit clairement. Si je ne me trompe pas, c'est 30 à 40% de fonctionnaires territoriaux qui seront en retraite d'ici 2030. 5 ans. Je vous rappelle juste que 5 ans, ça va vite, puisqu'il y a 5 ans en arrière, on était avec des masques. Et on se disait bonjour de loin et on faisait des visios. C'était vite quand même 5 ans, c'est hier. Donc dans 5 ans, il y a 30 à 40% des fonctionnaires qui partent en retraite. Et parmi ces 30, je vais vous donner un autre chiffre important. Il y avait un congrès la semaine dernière des CDG sur le sujet. 50% des cadres territoriaux des catégories A seront en retraite d'ici 2030. Donc il va falloir renouveler les cadres dans les collectivités. Je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cadre qui veut venir travailler dans la fonction publique parce que c'est mal payé. Et les élus sont insupportables. J'en fais partie, je sais. Donc voilà. Donc c'est plus facile dans le privé, on est beaucoup mieux payé. Il y a aussi des dirigeants insupportables, c'est vrai aussi, mais on est beaucoup mieux payé, il y a beaucoup plus d'avocats et de fonction publique. Donc, tout ça pour vous dire que même si on va contribuer à la CNRACL, il faudra faire attention à notre politique de ressources humaines, mais pour autant, la politique de ressources humaines, pour moi, ne sera plus aussi exponentielle puisqu'on n'arrivera plus à recruter. Il y aura moins de ressources. Et que, je pousse le vice, excusez-moi, si on voudra continuer à gérer les services publics locaux de proximité, je pense notamment à des communes moyennes comme la nôtre, mais aussi des plus petites communes, si on ne mutualise pas, si on ne se regroupe pas, si on n'anticipe pas ce genre de choses, on ne saura plus faire cantine, il n'y aura plus d'école, on ne saura plus assurer de centre de loisirs, ça sera la galère pour recruter des cadres et monter des projets. Vous voyez la technicité aujourd'hui pour avoir des subventions, etc. et compagnie, il faut quand même donc on ne pourra plus monter et on sera plus vivant. Donc voilà, si on n'anticipe pas des politiques de mutualisation, de rapprochement, de mise en commun de moyens, on tuera les services publics. Je n'ai pas dit qu'il fallait virer l'identité communale ou virer les communes, j'ai dit qu'il va falloir apprendre à travailler autrement. Et je préfère qu'on l'anticipe au maximum qu'on le subisse en 2030 en disant putain, on n'a pas vu les choses venir. C'est un peu comme la pénurie de médecins qu'on a à l'heure actuelle. On a fermé les numéros clausus, là on ouvre les vannes, mais les nouveaux médecins n'arrivent pas avant 10 ans. Sur la crise des médecins, le rétablissement de la situation de la crise de santé ne sera pas avant 2035. Il faut 10 ans pour former un médecin. Donc on rouvre les vannes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait la même chose, nous, dans nos collectivités élus, qu'on regarde nos précaires en disant mais moi j'aime bien ma petite piscine municipale, et mon petit centre aéré municipal, et mon petit truc municipal, bah, quand on sera en 2030, on n'aura plus les moyens, on n'aura plus le pognon pour les faire fonctionner, on n'aura plus les fonctionnaires pour les faire fonctionner, et on devra prendre des décisions drastiques. Et finalement, il n'y aura plus de service public local. Et tout le monde sait, mais tu dis les vieux, mais les EHPAD, hein. Tu n'auras plus gérer des EHPAD, tu n'auras plus ce genre de choses. Et Dieu sait qu'on est les premiers à être le vrai maillon de service public local. Souvenez-vous, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui a géré les masques du Covid? Moi, j'attends toujours les masques de l'État. Hein. Enfin, vous êtes ici, j'attends toujours les stocks stratégiques de l'État. Donc, à un moment, si nous, on n'est plus en capacité, parce qu'on n'anticipe pas ces mutations qui nous attendent de manière très drastique, très rapide, sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des voisins, sur le plan du cadre juridique, qui nous attend dans les 5 prochaines années, on va se planter. Je le dis clairement. On a encore une commune avec une taille à peu près critique, mais les plus petites communes, ça va être très compliqué. Bon voilà un petit peu le sujet. J'ai été très large comme d'habitude. J'ai digressé, mais pour vous dire, voilà, tout ça, ça évolue dans un contexte quand même qui est fortement en mouvement par rapport à une époque, et je l'avoue, hein, sur le mandat précédent, où on a connu des crises aussi, mais on ne se posait pas autant de questions de mouvement. Là, je peux vous dire que les questions sont prégnantes. Parce que quand on vous dit, il n'y a pas d'animateur, vous ne savez pas recruter d'animateur, il faut fermer la cantine, il faut accueillir moins de gamins, c'est très pragmatique. Hein. Ou centre aéré, on ne sait pas prendre 250 gamins ou 200 gamins parce qu'on n'a pas les animateurs, qu'on ne sait pas les payer ou ils ne sont pas formés. C'est extrêmement pragmatique. Les parents, vous les avez dans le bureau. Non, mais voilà. C'est pas que des chiffres ou des grandes théories ou des choses d'énarques à Paris qui vous font des belles présentations, quoi que ce soit.
on a les mains dans le cambouis ici directement. Élus, nous, parce que vous vivez dans votre commune, vous rencontrez les gens, vous avez des retours ou quoi que ce soit, mais aussi les agents territoriaux, qui lorsqu'ils étaient 4, aujourd'hui ils sont plus que 2, ils doivent faire le boulot pour 4. Et au défaut, on demande même faire plus de boulot que boulot pour 4. Donc voilà un peu la situation. Voilà sur ces éléments liés à l'ADN. Désolé, j'ai été très large, je suis à votre disposition s'il y a des besoins de chiffres, de précision. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut la voter ensemble? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez ensuite encore une délibération financière, c'est la mise à jour complète des APCP. Je rappelle, les APCP, ce sont des gros projets qui se déroulent sur plusieurs années, qui ne peuvent pas être financés sur un seul exercice. Et donc, on crée un outil budgétaire qui permet de dire voilà le coût global de l'opération, et voilà comment on va répartir chaque année les sommes qui correspondent à cette opération, ce qui permet de respecter les grandes règles et les grands principes des finances publiques, notamment le principe d'annualité budgétaire et de sincérité, notamment sur ce niveau-là. On a fait un gros lifting sur le sujet. Vous voyez qu'on vous propose de fermer la rémunération des friches industrielles des fibres du Hainaut, c'est une opération qui est terminée, et que sur les autres APCP, on a repris, alors globalement, vous sachez, il y a la mise en œuvre du réseau de vidéo, les travaux d'aménagement et de voirie, trottoir de Gillemont, cité Mozart, même chose, je pense que fin d'année, l'année prochaine, c'est terminé. Il nous reste un petit morceau à un endroit, là, une petite impasse, il y a encore quelques factures qui sont en attente, mais voilà. L'aménagement de l'espace enfant-jeunesse, fin d'année, je pense que c'est clôturé. Même chose. Les aménagements espaces publics centraux, c'est un petit peu plus long, on a commencé l'espace général de Gaulle, il y avait un sujet autour du monument aux morts, mais comme ça se passait pas bien avec les entreprises, c'était une tranche optionnelle, on avait une miette. On ne vous lèvera pas la tranche optionnelle. Il restera des parties liées à l'aménagement de la place centrale, mais on est sur des projets un peu plus lointains. Et c'est une opération qui va continuer d'exister. Et vous avez l'hôtel de ville qui a déjà bien démarré. Donc sur ces opérations-là, vous voyez qu'il y a les dernières délibérations qui organisaient la planification budgétaire. On vous propose via la délibération actuelle des lignes en dessous, une nouvelle délibération qui actualise la planification budgétaire sur les différentes années. Vous voyez que le gros morceau actuel, c'est l'hôtel de ville. Est-ce que c'est bon pour vous sur ces APCP? On supprime les fibres du Hainaut, on met à jour les autres crédits de paiement. Pas de problème particulier? Super, je vous remercie. Vous avez ensuite des délibérations liées aux subventions aux associations. Je vais laisser Patrice Larsin simplement vous dire qu'à chaque fois que vous avez 40 €, souvenez-vous, c'est le dispositif, c'est une association qui dispose d'un local, entre guillemets, affecté de manière continue, sur lequel on intervient pour le ménage et sur lequel on n'achète pas de produits non plus, parce que s'ils utilisent des produits pas comme il faut et qu'il y a un malade, c'est de la faute du maire. Donc on leur donne 40 €, ça leur permet d'acheter un peu de produits eux-mêmes et ils choisissent, ils gèrent pour faire leur nettoyage sur le sujet. Et sur le reste, je laisse présenter peut-être Patrice quelques éléments. N'oubliez pas de vous signaler si vous êtes dans des conseils d'administration. Pas forcément que dans le bureau. Maintenant, je suis administrateur. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être secrétaire, trésorier, président, vice-président, mais dans le conseil d'administration. Signalez-le-nous, on le notera pour qu'il n'y ait pas de problème de dire vous avez voté, il faut aller pour voter, et c'est pour votre asso ou quoi que ce soit. Patrice, peut-être. On les vote ligne par ligne, si vous voulez, avec quelques commentaires. Il y a 2 lignes, il y a des commentaires parce qu'il y a des subventions exceptionnelles. Oui. Si vous êtes dans l'assaut, quand on arrive à cette ligne-là, vous levez la main. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous le faites par prudence. Donc je vais vous présenter des subventions des associations de 2025. Alors je préfère préciser aussi que cette fois-ci on la donne en une seule fois parce qu'on est déjà au mois de juin. Donc après sinon ça serait ignoré pour l'année prochaine le restant. Donc ça ne peut pas aller. Donc voilà, donc je vous les présente. Alors l'ASQTT, 2300 €. Calypso plongée, 1500 €. Judo club, 5400 €. Pétanque de Quibrochin, 3000 €. QTC Quibrochin Tennis Club, 6000 €. Bon là il y a toujours la fameuse subvention des 1000 € pour le tournoi dans les 6000 € intégrés. 5000 de fonctionnement. Donc 5000 de fonctionnement. La pêche compétition, 1500 €. Les Grizzlies du Hainaut, 2600 €. L'USQ, 7000 €. Sport et loisirs pour tous, 1300 €. Le Jogging Club Quiévre-Chinoise. Ou Quiévre-Chinoise, non, c'est pas Quiévre-Chinoise. C'est pour la course transfrontalière. C'est Quiévre-Chinoise, c'est pas Quiévre-Chinoise. C'est 300 €. L'OCNS, 2800 €.
Ring kievro-chinois, 2000 €. Est-ce qu'on peut tous les valider? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des CA, dans des trucs d'assaut, sur ces assos-là cités pour le moment? Non. Ça c'était les stores. Hein. Personne, oui, c'est une thématique sportive. Personne concernée? Très bien. Celles-là sont validées. Ensuite, On continue. Donc les Restos du Cœur, 1200 €. Le Secours Populaire, 1200 €. La CIT, 1500 €. Le Don du Sang, 400 €. juste une remarque, Patrice, si je peux me permettre, sur les Restos du Cœur, Secours Populaire. Maintenant, ils sont dans les mêmes locaux déjà. Ils sont groupés au même endroit à l'ancien collège. Il y a eu un travail qui a été fait avec les CA, les trucs, c'était pas évident. Donc, ils ne réintégreront pas la salle Céline Coquelet comme ils l'utilisaient auparavant. Le but, c'était aussi d'avoir un pôle à un endroit où ça soit identifié. Et le deuxième sujet, c'est qu'on a aussi aligné, on s'est accordé avec la commune de Crépin sur le montant des subventions, parce qu'on voit qu'on a une montée du nombre de personnes qui viennent de la commune de Crépin, et que, voilà, le but, c'est d'avoir quelque chose d'équitable. Si j'ai plus de kievro-chinois de Crépinois, je veux bien payer plus. Mais si demain il y avait 80 adhérents et qu'avant il y en avait 60 de Kievrochins, 20 de Crépin, c'était normal. Si aujourd'hui il y en a 50 de Kievrochins et 30 de Crépin, c'est plus la même somme et c'est normal de rééquilibrer. Donc il y a eu une discussion qui a été faite avec les collègues crépinois en fonction des personnes qui fréquentent ces structures-là. On s'est même rendu compte qu'il y a des gens qui viennent de Romby maintenant et de Tivancel. Oui. Je vais préciser une chose. C'était déjà le cas de Tivancel, mais Romby. Mais Tivancel, je vais préciser une chose. La dernière assemblée générale qu'on a eue avec le Secours Populaire, M. Dubrul était présent. Et il s'est étonné qu'il y avait autant de personnes qui venaient de Tivancel au Secours Populaire. Donc il va faire un geste au niveau subvention au Secours Populaire et peut-être à l'avenir J'ajoute qu'au-delà de la subvention, ils ont aussi des locaux. Ouais. Mis à dispo gratuitement. Ils ont leur propre frigo, mais ça concerne l'électricité. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc ça, ce qu'on appelle des charges supplétives, ça pourrait être calculé. On pourrait dire, attendez, en plus de donner de l'argent directement, il y a aussi des avantages en nature, si on peut dire d'une certaine manière. Voilà, quand il y a eu le sinistre à Sassé-Clé, qu'on a commencé à regarder où on pouvait mettre les Restos du Cœur, on a trouvé une solution à Kievrochins, c'était compliqué de trouver dans les communes voisines. Il y a des gens qui viennent des communes voisines. Bon, c'est tout, on a trouvé une solution, on ne va pas faire d'histoire. Mais voilà, c'est aussi de l'argent de la commune, des factures d'électricité, des choses comme celle-là. Et on l'accepte, il n'y a pas de difficulté, mais il faut rééquilibrer les choses. Plus le gasoil. Il y a des transports qui sont effectués, des fois, sur certaines périodes. Et... Secours Populaire, vous êtes livrés, mais Restos du Cœur, ils ont une partie livrée, une partie où il faut aller chercher. Il faut aller les chercher, d'ailleurs. Et là, c'est équilibré, on s'organise avec Crépin une semaine sur deux. Actuellement, pour aller les chercher. Ah. Ils n'ont plus de livreurs, ils n'ont plus de chauffeurs. Enfin, on va voir ça encore demain. Ok. Bon, voilà pour ces associations. Pas de remarques particulières. T'es plus dans le CA, plus rien, Jean-Claude, je pense au Secours Populaire. Voilà. Il a pris sa retraite, Jean-Claude. On peut valider ces subventions? Pas de difficulté. Oui, mais il n'est pas dans le conseil d'administration. Ok, pour ces subventions, merci. Je continue. Donc, les Amis de la Gaule, 2500 €, mais il y a 2000 € de fonctionnement et 500 € de subvention exceptionnelle pour un simulateur et il y aura la même participation du Crépin. RC Tonk, 1000 €. Les Blancs Moineaux, les Majorettes, 1300 €. L'association Kievrochins d'hier et d'aujourd'hui, 1200 €. Les sapeurs-pompiers de Kievrochins, là c'est pareil, il y a 800 € de fonctionnement et 5000 € d'exceptionnel parce qu'ils vont faire une journée... Les 115 ans du centre de soins. Ouais, voilà. Donc, alors pour être honnête avec vous, même chose. Pas la planche habillée. Voilà, non, mais les 5000 €, c'était le budget de 5000 € qu'on avait dédié pour organiser un forum des associations. Donc on a, comme ça tombait simultanément, et c'est pas tous les ans où il y a l'anniversaire du centre de secours et les 115 ans, on a dit on fera pas de forum d'assaut, on privilégiera les 115 ans du centre de secours qui s'organisera à la même date que les journées du patrimoine, et on a réfléchi le budget qu'on avait dédié au forum des assos en subvention exceptionnelle. Deuxième chose, il y avait aussi un sujet, c'est que au mois de septembre, à la rentrée scolaire, à la reprise des clubs, finalement, la salle a été sollicitée au Forum des Assos, pour les journées du patrimoine et des pompiers,
pour le fameux tournoi international des Grizzlies. Enfin voilà. Donc à un moment, les clubs de sport disent en fait, on reprend le sport au mois d'octobre, donc c'est compliqué d'avoir des nouveaux adhérents et d'être attractifs s'ils ne sont pas leur créneau de sport au mois de septembre et qu'ils les récupèrent en octobre. Donc finalement, ça se goupillait bien et les choses se goupillent bien dans ce sens-là. Donc voilà, je t'ai coupé, Patrice, mais pour être exhaustif et vraiment transparent. Après, donc les seniors dynamiques, 2100 €. On ne vote pas. Qu'est-ce qui ne participe pas? Odile, Et, Corinne Cachmarek et Janine. Ok. Copernic Club, 500 €. Alors les Coulonneux de Québrochin-Crépin, 300 €. Le comité d'animation et d'organisation de la brocante, 500 €. Alors après l'ASF, 2000 €. Les anciens combattants, 1000 €. L'association populaire de Blanc-Misseron, 500 €. Et dans son aile, ça a été voté Au dernier conseil, mais ils ont les 40 € en plus. Ouais. Plus les 40 €. Oui, je n'ai pas précisé les 40 € pour les produits, mais... Juste deux remarques au cas où vous pourriez être sollicité sur ces associations. Les 500 € du CAOP, c'est comme l'année dernière. Depuis 2 ans, ils se sont réorganisés pour avoir une société privée de sécurisation des entrées, qui permet quand même de faciliter les choses, parce que c'est des bénévoles qui l'organisaient. La société est quand même de moins en moins respectueuse. Le fait d'avoir vigile aux 4 points d'entrée, ça a un coût sur la journée, mais ça permet d'apaiser les choses et de mieux gérer les convois de véhicules et que les bénévoles aient un stand pour s'autofinancer, organisent, fassent le suivi, les retardataires, des problématiques de positionnement, quoi que ce soit. Donc ils nous avaient sollicité à savoir si on ne donnait jamais de subvention, si on serait d'accord s'ils entrent de dispositifs-là, qui nous va nous aussi, parce que finalement ça renforce un peu la sécurité et la bonne tenue de la brocante, en plus de ce que la police municipale peut faire parce qu'elle est présente. Si on voulait participer, donc on leur a dit qu'on leur donnerait une participation de 500 €, on a renouvelé le dispositif cette année, que vous sachiez. Deuxième sujet, c'est l'association populaire du Blanc-Misseron, où on avait été sollicité par son président, parce qu'il organisait une sortie au Père Mathieu, si je ne me trompe pas, et il nous demandait une participation au nombre d'habitants de Québrochin qui auraient participé. Donc Yvancel l'a fait, Roby l'a fait, Crépin l'a fait. Nous, on lui a répondu qu'on n'entrait pas dans ce dispositif-là parce que ça rentrait tous les ans. Par contre, que dans la subvention qu'il pouvait avoir générale, là, des 500 €, il est même gagnant parce qu'il ne voulait pas de subvention du tout, il demandait une subvention sur le bus. Finalement, il y a plus que ce qu'il devait avoir. Je préfère donner une subvention de fonctionnement à l'association et qu'il puisse l'utiliser que commencer à compter, il y a eu 10 quai chinois, 5 quai chinois, et de multiplier par le nombre de trucs fois 10 €, 15 €, enfin voilà. Donc on a fait une subvention complète qui est au carré et sur laquelle on est tranquille et utilise tout le monde l'année. En sachant que la dernière fois, il avait eu la même subvention. Oui. Pour la même chose. Oui, l'année dernière, il avait fait la sortie à Colombey, je crois. Pas de souci particulier, si c'est bon pour tout le monde. Important, c'est conditionné à la signature de la charte républicaine, c'est une obligation depuis 2021 sur les principes de la laïcité et compagnie. C'est ok pour tout le monde, on les a votés au fur et à mesure. Il y avait une association chez Senior Dynamique où on avait 3 personnes qui ne prenaient pas part au vote. Pour le reste, c'est au carré. Super, merci à vous. Vous avez une délibération ensuite sur les 2 associations pour des conventionnements spécifiques. La première, c'est l'association de maisons de quartier Carréghem, mais je vais vous demander simplement de modifier les sommes, enfin de retirer certaines sommes. On va ne voter que la subvention de fonctionnement, qui est d'ailleurs de pas de 25 000, mais de 20 000 €, c'était une erreur, comme l'année dernière sur le sujet, et que les 4 dispositifs que vous avez, VVV, classe, ACM et parentalité, on puisse les reporter à un prochain conseil, en sachant globalement qu'on aura un conseil début juillet. Je sais que ça va être proche, mais on vient d'être prévenu par les services de la préfecture qu'il fallait délibérer avant fin août sur la proposition du conseil communautaire. Donc on vous propose un conseil début juillet avec 2-3 points à l'ordre du jour, et que ces dispositifs-là, plus ceux de la politique de la ville, on les inclura à ce moment-là, et on fera voter la convention, on validera la convention à ce moment-là, avec l'ensemble des dispositifs. Donc là, on vous propose de voter les 20 000 € de fonctionnement pour débloquer, qu'ils ne soient pas en difficulté de trésorerie, les 20 000 € de fonctionnement, et on n'est pas obligé de signer la convention parce qu'on est en dessous des 21 000, et au prochain conseil, on viendra compléter avec les dispositifs politiques de la ville et les différents dispositifs que vous avez ici, et on vous soumettra la convention complète qui reprendra la subvention de fonctionnement et le coût des différents dispositifs. C'est ok? C'est bon pour vous? Donc 20 000 € et on n'a pas la convention pour le moment, tout sera repris dans la convention, prochain conseil avec les autres dispositifs.
Avec l'Honnel Orchestra, c'est complet. Je rappelle qu'il y a une partie qui va en fonctionnement, une partie qui finance un agent qui est recruté par l'Honnel Orchestra pour faire des veilles musicales, notamment dans les écoles. Au total, ça fait une subvention de 25 940 €. Généralement, il y a autour de 5 000 € de subvention de fonctionnement. Et le reste, c'est lié au coût de l'agent pour faire les actions d'éveil musicales. Donc là, on dépasse les 21 000. On vous demande simplement de valider cette somme-là, de valider la convention de... Alors, vous n'avez pas mis de convention en pièce jointe, pas bien. Convention, il n'y a rien de spécial, ça prend toutes les conditions, ça ne change rien, c'est du grand classique. Et si on n'est pas d'accord, on ira au tribunal administratif, en gros, c'est ça. Dessus, mais de valider cette somme-là, donc 25 940, de m'autoriser à signer la convention et de conditionner le virement de la subvention à la signature de la charte de la laïcité, généralement qui est reprise dans la convention ou qu'on met en annexe pour les associations conventionnées. C'est bon pour vous? Pas de problème particulier? Ok, très bien, je vous remercie. Vous avez la 3.11 qui est finalement modifiée. Simplement, les services du département nous ont informés, on avait délibéré sur les dernier conseil municipal sur 3 dispositifs, 3 demandes de subvention. Une première pour des aménagements trottoirs le long de la route départementale, là-dessus pas de problème. Et pourtant, vous avez écrit que c'était ça dans la délib initiale que vous aviez reçue. Par contre, on avait 2 autres dispositifs qui étaient dispositifs liés à la mise en place de priorités à droite sur certains endroits sur la route du Quai-de-Moi, pas partout. Parce que la DDTM nous a fait des remarques et d'ailleurs on a pris en compte ces remarques et nous donne maintenant un avis favorable pour réaliser les travaux et ces changements de priorité. Voilà. Et la mise en place de cheminements piétons et de zones où le stationnement sera autorisé sur trottoir. Voilà, on ne va pas se garer des deux côtés, mais en même temps on n'interdira pas le stationnement du tout sur les trottoirs. Il y a des endroits où c'est pas réalisable, je crois que Jean-Claude, enfin voilà, sur la portion qui est là, c'est impossible d'être sur chaussée, je l'avais déjà expliqué. Donc les gens se garent sur trottoir, mais s'ils se garent sur trottoir, on ne sait plus passer avec des poussettes ou des vélos, enfin bon, soit, on l'a déjà entendu 50 fois. Donc on a retravaillé les services du département, non pas pour libérer chaque trottoir, mais faire au moins un cheminement d'un des deux côtés du trottoir. Et de l'autre côté, de matérialiser des places de stationnement pour que les gens puissent se stationner, que ça soit au carré. Le département a reçu nos appels à projets et nous a simplement dit que pour ces priorités à droite et ces cheminements piétons, on s'était positionné sur le dispositif, alors excusez-moi, ASRDA, et qu'il vaut mieux ne pas se positionner sur SRDA, mais sur AMP, donc produit répartition du produit des amendes de police, AMP 2024. Donc notre dossier est complet, pas de difficulté, il nous faut simplement redélibérer pour dire qu'on retire la délib, on ne sollicite plus sur ACRDA, mais on sollicite pour les mêmes projets avec les mêmes montants sur les dispositifs AMP. Je rappelle que le montant hors taxe de ces 2 projets, vous les avez, les cheminements piétons 9 350, les changements de priorité 11 155, qui fait 20 537, et on peut avoir jusqu'à 75% du montant hors taxe de travaux. Alors je ne vous rentre pas dans les détails parce que les panneaux, des fois, c'est 50%. Le marquage au sol, c'est 75%. Donc les services du département nous ont dit, écoutez, vous mettez 75, et eux, ils vont réaliser poste par poste, dans des côtés, c'est 50%, un panneau, c'est 75, ça, un marquage au sol, c'est 0, et on aura les calculs détaillés, vous faites un tableau de financement assez simple, et eux viendront faire le travail en dentelle derrière, ce qui fait qu'on peut solliciter une subvention de 15 403 € sur 20 537 €. Donc on vous demande simplement de bien vouloir annuler les délibs initiales sur du mois de mars, de valider ce projet, de solliciter le département donc sur cet appel à projet-là, de m'autoriser à signer les conventions civiques et de prévoir les clés du budget, mais ils sont déjà prévus au budget. On a l'accord de la DDTM, parce que c'est une voie de grande circulation, donc on ne fait pas ce qu'on veut. On avait déjà l'accord du département, forcément, sinon on n'aurait pas pu déposer de dossier de subvention. Si on leur présentait un projet qui n'avait pas été travaillé. On a maintenant la DDTM, on a mis les crédits au budget, on espère avoir les subventions. Si on les a pas, en tout cas, on sait les financer sur fonds propres. Si on les a, c'est encore de l'argent en plus qu'on aura en cours d'année et qu'on pourra affecter à d'autres choses. Et on a l'autorisation de commencement de travaux. Donc je pense qu'il faut que je voie avec le DST, et avec Jean-Marc, savoir, moi j'aurais voulu que ça soit réalisé pendant l'été et qu'on puisse faire les bascules au mois de septembre. C'est d'ailleurs une période de rentrée, que ça soit visible. Maintenant, ça dépendra des disponibilités des entreprises. Et de faire encore quand la période est claire, quand les jours sont encore à peu près longs, faire des changements de priorité ou des choses comme celle-là, en plein mois d'hiver, il fait noir à 17h, c'est quand même pas tip top et on accélère l'accidentologie. Donc voilà, prochaine étape, travaux et communication lourde sur le sujet, parce qu'il va falloir que les gens le mettent en tête, ce sujet-là. On verra si c'est efficace. On avait fait des réunions avec les riverains il y a quelques années, je m'en souviens. Et certains étaient revenus vers moi pour m'en reparler, en me disant priorité ou quoi que ce soit. Bon, j'étais un peu frileux à l'époque, il faut le dire. On teste.
On verra. Ça s'est fait sur Onin, ça a l'air de fonctionner, ça fera un peu plus de bazar dans la circulation. Ça roule forcément moins vite, comme ça fait un peu de bazar. Donc on a un effet sur la vitesse. Bon voilà. Par contre, le couillon à 2h du matin, où il n'y a personne qui roule et qui bombarde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a un camion qui pourra l'arrêter. Donc voilà. Mais on se donne les moyens et un outil pour réaliser des éléments. J'ai toujours les gens qui me disent, mais comment ça c'est que vous faites pas des ralentisseurs et des dodades? Je leur dis que c'est une voie de grande circulation, qu'il y a 8000 véhicules par jour et que c'est pas forcément recommandé. Je n'ai pas dit que c'était très interdit, mais pas forcément recommandé. Quoique si, c'est vrai, c'est interdit parce qu'il y a plus de 3500 véhicules. Donc c'est interdit, il y a les bus, et surtout que la personne, si vous voulez, on fait un dodane devant chez vous. Au bout de 3 jours, vous allez venir retirer le poste entre les coups de frein, les accélérations, ce genre de choses. Laissez tomber, il y a trop de circulation. Donc, voilà. Et pourtant, Romy a fait des domaines, ils n'auraient pas le droit. Je ne ferai aucun commentaire sur le sujet. Je vous laisse regarder, il y a un décret de 91 ou de 93 qui réglemente l'installation des plateaux ralentisseurs. Je n'ai même pas d'odane plateau ralentisseur. Je crois que les voies de circulation qui ont plus de 3500 véhicules par jour, la loi leur interdit d'installer des plateaux ralentisseurs. On est à 8000 à peu près ici. Alors il y a des portions à 5000. Ici, sur la partie centrale, 8000, parce qu'avec les écoles, il y a des gens qui restent ici, qui ne vont pas plus loin. Mais en traversée, globalement, je crois que Maison Rouge, on était à 5500 ou 6500 véhicules par jour. Donc voilà. Je ne ferai aucun commentaire. Que la personne qui a un accident fasse le nécessaire pour faire porter des responsabilités. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous pour mettre à jour cette délib? Je vous remercie. Vous avez ensuite, même chose, l'acquisition du foncier auprès de l'EPF, c'est le petit morceau qui est resté sur la commune de Crépin, au fond du site Equipar. On était signataire de la convention, j'avais déjà expliqué. On l'avait voté à 30 000, mais en fait c'est 30 000 hors taxe. Il y a une TVA qui doit être prise en compte, donc il faut redélibérer en prenant en compte la TVA. J'ai demandé pourquoi il y avait une TVA, la réponse est simple. Quand EPF a acheté, le terrain était considéré, avait une partie bâtie. Aujourd'hui, ils ont fait une opération d'aménagement et ils le rendent non bâti. Donc il y a un changement d'affectation. Et dès qu'il y a un changement d'affectation et qu'il y a un aménagement qui a été réalisé, c'est considéré comme un aménagement, une opération d'investissement. Et donc, ils sont revendeurs avec un prix en TVA. On pourra certainement récupérer, à voir. On pourra le récupérer, mais en tout cas, eux, ils sont obligés de nous le vendre avec une TVA. Donc, on vous demande simplement de valider les 30 000 € hors taxe. Avec la TVA, ça fait 36 000, c'est une TVA à 20%, plus les frais de notaire, on sera à peu près, allez, généralement, c'est 10% à 39 000 €. Je ne sais pas ce qu'on fera de ce terrain-là. J'en ai aucune idée comment. On pourra faire voter les 6300 habitants de Crépin à Crépin. Puisque comme la commune devient propriétaire sur la commune de Crépin, et que la commune c'est quoi? Elle est composée de ses habitants. Les 6300 habitants pourront aller s'inscrire sur la liste électorale de Crépin en disant qu'indirectement, ils payent de la taxe foncière pour le compte de la commune de Crépin via le budget municipal. Non, je pousse le vice. Mais voilà, on n'a pas défini de projet sur le sujet. Je reste ouvert et je repasse le message ici sur mon collègue de Crépin qui à l'époque m'a dit écoute, quand j'arrive, c'est pas ma priorité, j'ai pas forcément ce projet-là en tête du tout. À l'heure actuelle, les choses se décantent un peu, il y aura des élections l'année prochaine, s'il est reconduit, s'il y a d'autres personnes, j'en sais rien du tout. En tout cas, ce terrain-là, je serais très très heureux de pouvoir contribuer à la réalisation d'un projet. Je sais qu'il y avait des difficultés de stationnement à cet endroit-là avec la rue du Général Leclerc, et pouvoir se mettre d'accord sur une session de terrain et s'organiser. Il n'y a aucun intérêt pour Pierre-Brochin d'être propriétaire d'un foncier comme celui-là à Crépin, on est obligé de le faire en étant sorti de convention. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, on peut le valider à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez la création d'un emploi permanent, donc sur un emploi contractuel pour la PS Jeune, c'est pour remplacer un de nos 2 éducateurs. Il y a un de nos 2 éducateurs qui est parti. Il faut donc qu'on le remplace, donc il faut refaire une délib pour un agent contractuel. Tout est repris. Alors pourquoi un agent contractuel? Non pas qu'on n'aime pas les fonctionnaires, mais qu'on est lié à des dispositifs qui durent 3 ans, renouvelables 3 ans, et que donc on peut aligner des contrats de mission, plus ou moins, de personnes sur ces durées de dispositifs, parce que quand quelqu'un, finalement, on connaît que l'État, on l'a déjà eu, ou la CAF, ou qu'on vous aide, et puis vous prenez quelqu'un, et puis la personne, vous la titularisez, ce qui est normal, puis 2 ans après, vous dites c'est terminé, on ne finance plus, et puis la personne, vous l'avez chez vous. Donc on reste sur des situations d'agents contractuels, donc on vous demande, comme une personne est partie, il faut redélibérer sur le fait que cette personne-là, on la remplace et qu'on ouvre un poste d'agent contractuel pour ce service de PS Jeune. C'est un éducateur spécialisé, un éducateur ou éducatrice, peu importe, mais spécialisé qu'on prend sur ce dispositif. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour vous, on vous remercie. Vous avez des agents contractuels pour les liens à décrochement temporaire d'activité. Il y avait on l'avait fait en fin d'année, souvenez-vous, mais on n'avait pas forcément mis des postes dans la filière technique.
pouviez voir surtout en filière animation. Donc on va juste avec les besoins que nous avons à l'heure actuelle. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a quand même 2 agents qui ont des gros soucis de santé, qui sont assez jeunes d'ailleurs, je n'irai pas plus loin, je dirais pas qui, quoi, comment. Donc il y a besoin quand même aussi un peu de les remplacer temporairement, le temps de leur arrêt maladie. Voilà, on n'est pas sur des situations, excusez-moi le terme, mais incurables, mais des situations qui sont lourdes et qui vont nécessiter quelques mois d'arrêt quand même. On ne peut pas laisser, quand c'est une semaine ou 2, on peut s'organiser, on peut pas laisser certains services pendant des mois avec 1 ou 2 agents en moins. Ou je pense à la voirie, aux espaces verts, ou au quotidien, il faut tous sa vie. Donc voilà, sur d'autres choses, vous pouvez reporter des travaux et vous irez sur l'essentiel. Il y a d'autres choses qui demandent une rotation quotidienne et vous ne pouvez pas remplacer les bras par des robots. Donc voilà. Voilà pour cette mise à jour. Pas de problème particulier pour vous. Vous avez ensuite une délibération de principe sur le nouveau régime indemnitaire des enseignants artistiques. Souvenez-vous, c'est le RIFZEP, il y avait le RIFZEP pour l'ensemble des agents, mais toutes les filières n'étaient pas concernées, notamment les filières artistiques, police municipale. Police municipale, on a délibéré en décembre parce qu'il y avait un décret et c'est appliqué depuis le mois de janvier. Et maintenant, nous avons le décret d'application sur le régime indemnitaire qui s'appelle ISOE, si on appelle comme ça, valorisation des indemnités de suivi d'orientation des élèves, donc qui concerne les professeurs d'enseignement artistique et assistants d'enseignement artistique. Vous voyez l'organisation, il y a eu un avis favorable de la part du CST. L'objectif, c'est d'entériner le conseil municipal et donc de les faire muter du régime indemnitaire au classique qu'ils avaient jusqu'alors, mais il n'y en avait pas d'autres, vers ce nouveau modèle de régime indemnitaire au sein de la collectivité. Ça concerne les professeurs d'école de musique. Soit clair. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour vous, je vous remercie. Vous avez une mise à jour du tableau des effectifs. Comme chaque année, vous avez des suppressions, des créations. Les suppressions ont été validées par le CST. On supprime des postes notamment qui étaient en surplus, mais également des postes où il y a des personnes qui ont quitté ce poste-là parce qu'elles ont un avancement de grade. Donc elles passent de principale 2e classe vers 1re classe. Donc on avait ouvert au conseil précédent les postes pour qu'elles puissent avancer. On ferme désormais les postes qu'elles ont quittés parce qu'elles ont eu leur avancement. Et vous avez juste, si vous l'avez regardé dans les créations de postes, quelques petites choses qui sont ajustées. On a intégré le poste d'éducateur spécialisé, on a retouché quelques postes d'adjoint d'animation pour les mettre aux quantités d'heures dont on avait besoin, parce qu'on les faisait faire plus souvent avec des heures supplémentaires qu'autre chose. Donc là, on est sur quelque chose de plus carré. Et vous avez tout en haut un poste de brigadier chef principal, non pas pour renforcer les effectifs de police municipale, mais simplement l'un de nos agents nous quitte pour se rapprocher de son domicile il quitte les services courant août, et qu'on a recruté une personne pour la remplacer, mais que cette personne va arriver beaucoup plus rapidement. Elle vient du sud, ça va lui changer. Va arriver beaucoup plus rapidement, si je ne me trompe pas, elle prendra son poste la semaine prochaine, et que donc généralement on fait un glissement quand quelqu'un quitte et qu'elle a le même grade, elle passe sur l'autre, sauf que cette personne-là va arriver très rapidement, ce qui nous permettra d'avoir pas de difficultés pendant les vacances, parce qu'avec la personne qui soldait ses vacances, il y avait des périodes où finalement on avait des baisses effectifs, donc cette personne pouvant arriver très rapidement au sein de nos effectifs, il faut créer un poste là pour qu'elle puisse prendre son poste et qu'il y ait un poste ouvert puisqu'il n'y en avait pas à ce moment-là. Et au prochain CSC, on supprimera un poste de brigadier chef principal parce que l'agent aura quitté notre collectivité, on n'aura pas besoin de le laisser ouvert. Donc voilà ce pourquoi, non pas qu'on veuille monter en nombre d'agents, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait gaffe au 012 et qu'on serrait la vis, c'est simplement qu'on a un concours de circonstances qui fait que ça sera une dame qui remplacera une dame. Pour ça, vous savez qui c'est. Voilà pour cet ajustement du tableau des effectifs. Est-ce que c'est bon pour vous? Pas de remarques particulières? Très bien. Vous avez ensuite des délibérations d'urbanisme. La première concerne le projet d'appart photovoltaïque sur un terrain privé qui appartient à Lafont. C'est l'ancien site BSLT. Le site il y a la limite communale entre Crépin et Quai-Brochard qui coupe en travers. Donc la centrale du Soleil, la Société Générale du Solaire, était venue nous voir il y a déjà 1 an et demi, je pense, peut-être même 2 ans, pour connaître un peu notre réaction sur le sujet, en disant que ce n'est pas un terrain communal, que le propriétaire Lafont souhaitait céder ce terrain-là. Nous, on leur avait dit qu'on ne voyait pas de difficulté, mais qu'il y avait 3 choses à voir, se mettre d'accord avec la commune de Crépin, parce que le terrain est commun, on ne voit pas la ligne communale, mais il faut que le projet soit commun. La deuxième condition, c'était de nous prévenir à l'avance sur leur capacité de raccordement. Et comment envoyer leur raccordement, parce qu'on va avoir des travaux qui vont commencer sur rue Jean Jaurès
Donc on ne va pas commencer à faire des travaux, puis eux s'installer, eux dire après, bah non, il faut péter parce qu'on a des câbles à passer, du raccordement à faire. Donc ça, les choses sont réglées puisque les études qui ont été faites par Enedis font qu'ils peuvent se connecter au réseau et que le réseau existant sera important. Alors, le réseau existant va disparaître parce qu'il va être enterré. Mais en tout cas, dans le cadre des travaux et de ce qui est prévu dans l'enfouissement, il n'y aura pas besoin de remettre des fourreaux ou de renforcer le réseau puisque le réseau pourra accepter le courant qu'eux vont injecter via leur production. Donc, sur ce volet-là, c'est clairement réglé. Le dernier sujet, c'était de prendre en compte, de toute façon, ils étaient bien obligés, le PPRI, puisqu'on est en zone d'expansion de crue. Donc ce projet est compatible avec une zone d'expansion de crue, il n'y a pas de difficulté. Par contre, simplement, les installations techniques, elles doivent être au niveau de la cote maximale d'inondation, donc je crois que c'est 110 ou 140, 1m40 ou 1m10. Donc ils ne peuvent pas installer les panneaux au sol même, ils sont obligés de laisser 1m10, 1m40 en dessous, comme ça s'il y a une inondation, l'eau passe en dessous. Forcément, il y a des tubes, des choses comme celle-là, mais voilà, l'eau peut repartir, l'eau peut venir et ça n'atteint pas les installations techniques. Donc voilà, les trois conditions étant remplies, l'avis de prépa a donné également un avis favorable sur le sujet. Il vous est proposé de valider, d'adopter et de soutenir ce projet-là et de demander, solliciter l'ancienne métropole, on l'avait déjà sollicité il y a quelques mois, vous inquiétez pas, on avait anticipé, mais il leur faut une délite comme celle-là en plus, de solliciter l'ancienne métropole pour modifier les règles d'urbanisme sur la zone concernée, puisqu'elle est en N polluée, à l'heure actuelle, et elle passera en NENR. Alors pourquoi N polluée? Simplement, c'est une belle opération aussi, parce qu'actuellement, au sol, il y a de l'amiante partout. Il y a quelques années, les gens du voyage s'étaient installés, ils avaient coupé les bâtiments. Et ils avaient laissé les tôles au sol. Donc il n'y a jamais eu de crue ou quoi que ce soit, mais imaginez demain une crue, la rivière qui vient, qui repart avec toute l'amiante au sol. Puis amiante en fines particules, quoi. Donc, voilà. Donc ça permet aussi ce genre d'investissement porté par le privé de régler une problématique de pollution, parce qu'avant d'installer, on va être obligé de nettoyer l'amiante qu'il y a au sol. Donc au moins on règle le sujet, on est tranquille avec ça. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ok, vous aviez la délite de prépa par principe, hein, pour démontrer qu'il n'y avait pas de difficulté sur ce sujet-là. C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez, première grosse procédure. Enfin, la déclaration d'abandon manifeste de l'immeuble 663 rue du Quesnoy, juste en sortant, vous regardez, il est juste en face. C'est la fameuse maison qui est à l'abandon depuis 97, si je ne me trompe pas, ou 94. Donc on a eu plusieurs procédures, souvenez-vous, je l'avais déjà expliqué, on n'arrive pas à identifier le propriétaire. Donc on a réussi il y a un peu moins de 2 ans à identifier le propriétaire. Les services fiscaux ne voulaient pas nous donner ses coordonnées, au titre de la RGPD, de la protection des données personnelles, bon soit. Par contre, les services fiscaux, des fois, ils nous appellent en disant allez chercher l'adresse d'un tel, envoyez la police. Non, on a le droit de le faire. Donc maintenant, je leur ai dit vous ne faites plus. Quand les services fiscaux ils sollicitent, vous me les envoyez à moi, et moi je leur dirai qu'on ne le fera pas, parce que eux, quand on leur demande, ils ne le font pas. Par contre, quand c'est nous, je vois pourquoi on leur rendrait ce service-là. Je referme la parenthèse. Mais on a réussi, grâce à des discussions avec des riverains, etc., à retrouver un nom, une date de naissance, et plus ou moins un lieu où cette personnalité. C'est en Belgique. Du coup, sans rentrer dans les détails, la police municipale a pris contact avec la police belge, parce qu'il y a ce qu'on appelle des agents de quartier en Belgique sur le sujet. On leur a donné un nom, une identité. Le fait que ce soit les policiers qui parlaient des policiers, c'était un petit peu plus rassurant quant au sérieux de la procédure. Et puis, le lendemain, l'agent de quartier a besoin de je sais qui c'est, il habite dans mon secteur. Donc, je vais aller le voir, je vais vous donner l'adresse. Donc, il est allé voir, il a vérifié. C'est bien cette personne-là. Et là, on a pu engager les procédures. Donc, on a fait les PV provisoires, les constatations, le PV définitif. Et là, on arrive maintenant à la déclaration d'abandon manifeste, puisque la personne ne s'est pas manifestée, n'a pas fait de travaux, n'a pas fait de remarques écrites, orales, enfin tout ce que... Voilà, on ne s'est pas du tout manifesté, et que donc on peut poursuivre notre procédure. Donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est de valider et de bien décider que cet immeuble est en état d'abandon manifeste. Bon, je pense qu'il n'y a pas de grande discussion, et on a les PV et la procédure cadrée qui permettent de le dire, et surtout de m'autoriser à pouvoir mettre en place la procédure d'expropriation pour que la commune en devienne propriétaire. Alors je vais être très carré sur le sujet. Vous pouvez mener cette procédure-là, soit pour que la commune en devienne propriétaire ou désigner un tiers sur le sujet. Moi, je souhaite que la commune devienne propriétaire directement, en sachant, et je ne trahirai personne, qu'on a déjà sollicité les services des domaines et que le bien est estimé à une valeur de 14 000 €. Ça ne va pas ruiner les finances communales, mais ça va surtout régler un gros problème aujourd'hui. Je pense notamment pour les riverains, mais aussi en termes d'image. Donc je souhaite que la commune en devienne propriétaire et que l'objectif derrière soit que la commune, lorsqu'elle est devenue propriétaire, on fasse un nettoyage, déjà espace vert, etc., pour que ça soit plus propre,
et qu'ensuite, on discute avec un professionnel, ce sera peut-être un bailleur, ce sera peut-être un investisseur, je n'en sais rien, pour savoir s'il sera intéressé pour racheter la maison. Mais il ne pourra, en tout cas s'il rachète la maison, que soit la réhabiliter, si elle est réhabilitable, ou soit la démolir et la reconstruire, mais pour faire une maison d'habitation. C'est clair, c'est dans la délibération, ça sera au carré. Mais je veux être maître du jeu. Je ne veux pas désigner, comme dans certains endroits, un bailleur social, déjà on n'en a pas et on n'en a pas sollicité pour le moment, qu'on soit clair. Et deuxièmement, un bailleur social va dire oui, oui, vous inquiétez pas, je vais le faire, et finalement, bis repetita, il va récupérer le bien, il va dire j'ai pas d'argent pour le rénover, donc je le rénoverai quand j'aurai des sous. On est parti pour 2, 3, 4 ans. Là, on prend la main, on nettoie, on trouve un opérateur, on choisit l'opérateur. Voilà, on a la main sur le sujet, on regarde si l'opérateur est garanti pour réaliser le projet, on maîtrise le sujet de A à Z. Donc c'est pour cette raison-là, et on a les arguments pour que la commune rachète. Je le dis tout à l'heure, on n'est pas de nous, notre vocation commune, d'acheter des maisons, de retaper des maisons, de les mettre en location et de les vendre. Par contre là, c'est un logement qui crée des nuisances, et c'est un logement vacant sur la commune. Or, on a signé une convention avec l'agglomération, on a le plan local de l'habitat, c'est rappelé dans la libération, qui fait que dans la commune, on doit être attentif sur les logements vacants. Valenciennes Métropole ne pouvait pas se porter acquéreur. Clairement, on ne pouvait pas nous désigner Valenciennes Métropole comme acquéreur, puisque le PLH est lié par l'AGLO. Par contre, nous, on pouvait. Donc l'AGLO nous accompagne, on a déjà discuté, on est en train de flécher potentiellement des porteurs de projets. Ils nous accompagneront et ils iront convaincre également. Et ils apporteront les soutiens financiers s'il lui faut aux porteurs de projets pour que ça puisse se réaliser et que le bien puisse sortir de la vacance et être rénové. Mais en tout cas, ça passera d'abord par la commune pour que la commune maîtrise le projet. Je le dis ici, et si vous en êtes d'accord, on le validera ensemble, c'est la première maison d'habitation où on a mis en place ce projet-là. J'ai en tête au minimum 1 à 2 autres maisons de ce type-là. J'en ai une en tête, Cité d'Aurélieu. Certains diront peut-être, elle fait au coin, le coin. Alors on n'ira pas jusque-là parce que je pense que le propriétaire va se manifester. Donc voilà. Et il sera obligé de faire les travaux parce qu'on va mener les trucs. Donc voilà. Et j'en ai une autre dans la commune, mais qui est aussi sur une situation plutôt d'indivision et qui commence à être lourde et sur laquelle on pourra avoir des problèmes à l'avenir de péril. Mais en tout cas, on n'a pas voulu alourdir les procédures en disant on est sur 2, 3, 4 maisons en même temps. On en fait une, on la fait bien, on la réalise correctement. Il faut les finances communales aussi derrière, c'est pas des sommes importantes, mais les 14 000 €, les frais de notaire, on a déjà dépensé plus ou moins 2 ou 3 000 € parce qu'il faut faire des parutions dans le journal, le temps que les agents ont passé. Il va falloir le nettoyer le terrain, donc ça va avoir un coût aussi, soit on le fait nous-mêmes, soit on fait une entreprise. Bon voilà, à un moment, si on sort sur 3, 4, 5 maisons, ça va faire quand même beaucoup d'argent en même temps. Donc je préfère en faire une bien, quand celle-là est réglée, on puisse attaquer une seconde, et tout doucement on arrive à régler ces problèmes-là. C'est long, c'est compliqué, tout le monde voudrait que ça se fasse rapidement, je le sais, mais je préfère le faire sérieusement et faire du qualitatif que du quantitatif. Mais en tout cas voilà, je le dis ici, merci au service urbanisme, et à la police municipale, je pense à Virginie Slévieux sur le sujet des agents de la police municipale qui ont réalisé les PV, et les services de la ville qui ont travaillé dessus, et l'appui de Valenciennes Métropole aussi sur la réalisation de la procédure, je pense que c'est très important à ce niveau-là. Est-ce que j'ai encore été très exhaustif, mais j'aime bien vous expliquer les choses de manière très claire, il n'y a pas de loup, il n'y a rien à cacher, et surtout c'est une bonne... Enfin, voilà. On pense que des fois, c'est parce qu'on réalise des grands projets ou des grands travaux qu'on a des satisfactions. Des petites choses comme celle-là, elles sont aussi satisfaisantes parce qu'elles pourrissent la vie au quotidien. On va voir ce que ça peut donner. Il y a 2 mètres d'eau dans le sous-sol depuis 30 ans. Donc, je pense que ça se trouverait. C'est pas dans un état extraordinaire. Il y a eu l'incendie, enfin bon, il pleut par la toiture, enfin, je vous passe les détails. C'est bon, oui, un concours de pêche dedans, des carpes. Bon, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut décider qu'il y a de déclarer l'immeuble en état d'abandon manifeste et m'autoriser à lancer la procédure d'expropriation? C'est bon pour vous? À l'unanimité, je vous remercie. Vous avez ensuite une délibération qui existe déjà mais qu'on doit renouveler. Elle avait été faite pour 1 an entre les services de la commune et le CIVA. C'est pour que le CIVA utilise le service communication de la commune, moyennant une contribution, donc on paye, le CIVA paye à la commune une contribution mensuelle, et nous présenterons les heures passées et les frais que la commune a pu débourser, le CIVA les rembourse, notamment pour le service de communication et la communication autour de la piscine. On l'a fait pour 1 an, vous voyez comment ça fonctionnait, c'était un peu laborieux au début, maintenant ça y est, le rythme a été trouvé. Là on vous propose de la faire 1 an, 3 fois renouvelable si je ne me trompe pas, c'est ça, ou 3 ans d'un coup, je sais pas. 3 ans,
Et une fois 3 ans et une fois renouvelable 3 ans. Au moins on est tranquille, on peut voir les choses venir. Si vous avez des questions, je suis à votre dispo. Je ne pourrai pas participer au vote. J'avais dit que j'allais mettre Nicole, mais non, je peux la faire voter. Mais ne participe pas au vote. Pierre Griner, Camille Couplet, Jean-Marc Moreau, Corinne Cachmarek, Patrice Arsin. Et Damien Chic, mais il est absent. Pour le reste, je vous soumets au vote cette délibération, pas de problème particulier. C'est bon pour vous, je vous remercie. Vous avez ensuite une délibération qui est liée à mise à disposition d'équipements et de bâtiments communaux aux associations pétro-chinoises et extérieures. Simplement, lorsque c'est payant, il n'y a pas de difficulté, je peux le faire. Mais lorsque c'est pas payant, il faut qu'il y ait une délibération type et un modèle type du conseil municipal. Voilà. Alors, les 3/4 des associations ont des créneaux dans des salles qui ne sont pas payants. Mais pour leur faire signer des conventions en bonne et due forme, il faut qu'on ait un modèle de convention qui soit validé, qu'on valide les principes de gratuité. C'est l'objet de cette délibération-là au niveau de notre commune. C'est bon pour tout le monde, au moins dans un cadre clair. Et dernier sujet, c'est le renouvellement d'adhésion à la CTG. L'adhésion de la commune de Trébrochin à cette CTG avec la table du Nord. Je ne reviendrai pas sur les détails, c'est pour la période 2025-2029. Et vous rappelez que la CTG, la CAF finance chaque année à peu près 130 000 euros, donne 130 000 euros à la commune pour toute l'exercice autour de l'enfance, jeunesse et politiques différentes sur ces questions-là. Donc voilà, mais qu'en même temps, on a de plus en plus de travail administratif et de comptes à rendre. Moi, ça ne me dérange pas, mais des fois, il faut un petit peu loin, de comptes à rendre sur l'utilisation de cet argent, sur l'explication de l'organisation des événements, du nombre de gamins, enfin, voilà. Donc voilà, on vous propose de la valider, cette CTG, pour la période 2025-2029. Autorisé à signer les documents, etc. C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie. Je clôture ce conseil municipal. Vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on se verra début juillet. J'ai pas encore la date. Je crois que ça sera autour du 8 ou du 9. Et qu'on aura quelques points à l'ordre du jour, mais ça sera très léger, mais qu'on devra surtout délibérer sur la composition du conseil communautaire pour le prochain mandat, puisque la préfecture a eu comme bonne idée d'envoyer la circulaire aux communes cette semaine en disant qu'il fallait délibérer avant le 31 août. La plupart des communes comme nous avaient déjà dit bon voilà, c'est notre dernier conseil avant l'été, c'est là. Beaucoup ont déjà fait leur conseil la semaine dernière. Il va falloir quand même se réunir. Je pense que c'est plus judicieux de se réunir début juillet que le 25 ou le 26 août. Tout le monde ne sera pas forcément là. Et si on n'a pas de quorum, et s'il n'y a pas de quorum, on ne peut pas délibérer. S'il n'y a pas de majorité qualifiée, l'accord local pour la répartition des sièges à l'agglo, le nombre de conseillers communautaires, on ne peut pas se faire. Donc voilà, rendez-vous début juillet. À bientôt, bonne soirée à vous, merci.